Bienvenue sur la chaîne. Rose.1988. Likez, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les histoires intéressantes. J'ai rencontré ma petite amie lors d'un enterrement et je suis tombé amoureux d'elle. Quelques jours après, j'ai surpris une conversation téléphonique où elle avouait. Je n'avais jamais pensé devoir utiliser ce vieux compte, mais je me sens vraiment perdu et j'ai besoin de conseils avant de potentiellement détruire ce qui a été, jusqu'à présent, une relation de 8 mois assez solide. Je vais probablement reformuler ce qui s'est passé, car j'ai passé la journée à essayer de me souvenir exactement de tous les détails, de ce qui a été dit et fait. Pour un peu de contexte, ma petite amie Ellie, 24 ans, et moi, 20 ans, cela fait environ 8 mois que nous sortons ensemble. Je l'ai rencontrée lors de l'enterrement d'un proche, un événement qui, d'ordinaire, ne serait pas le cadre d'une rencontre marquante. Je n'étais pas particulièrement proche du défunt, c'était l'oncle d'un ami, et j'étais juste là pour lui tenir compagnie. Marcus, mon ami, avait été profondément affecté par la mort de son oncle. Ils étaient très proches, ayant passé chaque été ensemble dans une cabane de pêcheurs dans le Maine. Marcus m'avait supplié de l'accompagner pour lui apporter un soutien moral, et il était impossible pour moi de refuser à un ami dans le besoin. La cérémonie s'est déroulée dans une vieille église, avec ses vitraux colorés et son bois poli. Le temps était tristement gris, et je suis resté près de Marcus tout au long de la cérémonie, offrant mon épaule quand il en avait besoin. Après la cérémonie, lors de la réception, il était entouré de sa famille, partageant des souvenirs avec eux. Je me suis donc éloigné pour leur donner de l'espace. Je n'étais pas particulièrement abattu, et je discutais avec un ami de la famille de Marcus, un homme âgé qui connaissait l'oncle depuis des années et qui racontait des anecdotes surprenantes et drôles sur leur jeunesse. Cela m'a fait sourire, et c'est alors que ma future petite amie, qui se trouvait de l'autre côté de la salle, m'a remarqué. Elle s'est approchée avec un verre d'un liquide ambré, et j'avais la forte impression que ce n'était pas juste du jus de pomme, surtout avec le bar ouvert de la réception. Ses cheveux étaient élégamment relevés en chignon, et sa robe noire, bien que simple, semblait à la fois appropriée pour un enterrement et, d'une manière ou d'une autre, absolument magnifique. Elle m'a fait une blague quelque peu macabre, « Tu souris un peu trop pour un enterrement ?» a-t-elle dit avec un sourcil levé. « Tu prépares ta prochaine victime, ou tu as déjà accompli ta mission avec celui qui est dans le cercueil ?» Cette remarque si directe m'a fait éclater de rire, et j'ai failli m'étouffer avec ma boisson. L'homme âgé avec qui je discutais s'est excusé avec un sourire en coin, et en un instant, il ne restait plus que nous deux. Nous avons passé l'après-midi à discuter, nous retrouvant dans cette étrange bulle qui se forme parfois lors de ces événements tristes, où l'on se lie à quelqu'un de manière inattendue. J'ai appris qu'elle s'appelait Ellie, qu'elle était la fille du voisin du défunt, pratiquement de la famille, et qu'elle l'avait toujours appelé oncle Joe, bien qu'il n'y ait aucun lien de sang. Je lui ai parlé de mon amitié avec Marcus, et petit à petit, la conversation s'est orientée vers nos métiers, notre amour pour les films indépendants et, étonnamment, notre haine commune pour les olives sur les pizzas. À la fin de la semaine, j'avais son numéro dans mon téléphone, et j'ai eu la sensation étrange que quelque chose de marquant venait de se passer dans ma vie. En rentrant chez moi ce soir-là, je n'arrivais pas à cesser de penser à elle. Rencontrer quelqu'un lors d'un enterrement, c'est un peu le début soit d'une comédie romantique à la limite du ridicule, soit d'un film d'horreur. Pourtant, il y avait quelque chose chez elle qui me paraissait différent. Elle était drôle, pétillante, belle et, surtout, c'était une personne vraiment agréable à connaître. J'ai pris une chance et je lui ai proposé de sortir 3 jours plus tard, ce qu'elle a accepté assez rapidement. Mon ego était au sommet de son existence. Notre premier rendez-vous a eu lieu dans un petit restaurant de ramen que j'avais découvert quelques mois auparavant. J'étais nerveux qu'elle trouve l'endroit trop décontracté, mais elle semblait réellement excitée à l'idée. Nous nous sommes installés au comptoir, observant le chef préparer les plats, et avons parlé pendant des heures de tout et de rien. Elle avait cette manière de me faire sentir que j'étais la personne la plus intéressante du monde, posant des questions réfléchies et écoutant vraiment mes réponses. Après le dîner, nous avons déambulé dans le centre-ville, nous arrêtant pour manger une glace malgré la fraîcheur du temps. Je me souviens avoir pensé à quel point c'était agréable d'être avec quelqu'un qui ne se prenait pas trop au sérieux. La soirée s'est terminée par un baiser surprenant et intense contre ma voiture, un baiser qui m'a laissé tout étourdi et déjà en train de planifier notre deuxième rendez-vous, avant même de repartir. Ce week-end-là, nous sommes allés faire une randonnée dans un parc naturel voisin, et j'ai été impressionné par son enthousiasme à grimper sur des rochers et traverser des ruisseaux à la recherche de la vue parfaite. Lors de notre 3e rendez-vous, un cours de cuisine où nous avons tous les deux lamentablement échoué à faire des soufflés, j'étais déjà en train de tomber éperdument amoureux d'elle. Les 3 premiers mois ont filé à une vitesse folle. Elle m'a présenté son appartement, et je lui ai fait découvrir mes amis, qui ont immédiatement apprécié son charme et son esprit. Petit à petit, nous avons commencé à passer plus de nuits ensemble que séparés, et au bout de 6 mois, lorsque mon bail arrivait à son terme, il m'a semblé naturel de lui proposer de vivre ensemble.
Nous avons trouvé une maison à louer avec 2 chambres et un petit jardin où je pouvais faire des barbecues et où elle pourrait commencer le jardinage qu'elle avait toujours voulu. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était notre petit chez nous, et j'adorais rentrer chez moi tous les jours pour la retrouver. Je n'avais pas encore rencontré beaucoup de ses amis, ce qui m'avait semblé un peu étrange. Elle m'avait présenté ses parents dès le début, mais elle trouvait toujours des excuses pour ne pas me présenter son groupe d'amis. Ils étaient occupés, ou des événements avaient été annulés, ou quelqu'un traversait une période compliquée. Je ne poussais pas, pensant qu'elle me les présenterait quand elle serait prête. Rétrospectivement, je devrais avoir vu ça comme un signe, mais j'étais tellement sous le charme que je ne m'en suis pas inquiété. Dans mon esprit, nous étions en train de construire quelque chose de réel et de durable. J'avais même commencé à regarder des boutiques de bijoux, me demandant quel genre de bague pourrait convenir à ses mains. Hier soir, je suis rentré un peu plus tôt du travail, j'avais couvert un shift, et le gars que je remplaçais est finalement venu, donc il n'avait plus besoin de moi pendant 8 heures. Mon patron, Jérémy, m'a presque poussé dehors en me disant « Va surprendre ta copine, prends quelques fleurs en chemin ». J'ai trouvé que c'était une excellente idée. Nous avions tous les deux travaillé dur ces derniers temps et nous n'avions pas eu beaucoup de temps de qualité ensemble. Alors, je me suis arrêté dans une petite boutique de fleurs près de chez nous et j'ai pris un bouquet de tournesol. La propriétaire m'a même ajouté un peu de gypsophile et a tout emballé avec un ruban. Quand je lui ai dit que c'était pour une surprise, je me sentais plutôt bien, imaginant le sourire d'Ellie quand je rentrerai avec les fleurs. En tout cas, je suis rentré plus tôt que prévu et la porte d'entrée était déverrouillée, ce qui n'était pas inhabituel, car Ellie oubliait parfois de la verrouiller quand elle était seule à la maison. J'entendais son rire venant de la cuisine, ce rire profond qui, au début, m'avait attiré chez elle. Je pensais qu'elle était en train de regarder quelque chose de drôle sur son ordinateur portable tout en cuisinant, comme elle le faisait souvent. Je posais silencieusement mon sac et les fleurs, prévoyant de la surprendre en lui donnant un câlin par derrière. Mais en m'approchant, je me suis rendu compte qu'elle était au téléphone avec quelqu'un. J'allais la surprendre en lui faisant une petite frayeur quand elle a dit, et je cite: « Je n'ai jamais voulu que cette histoire avec mon copain dure aussi longtemps. Je ne sortirai jamais avec quelqu'un comme lui. » Je me suis figé dans le couloir, mon cœur battant la chamade dans mes oreilles. Il y eut une pause, puis elle reprit. « Je sais, hein. Mais il est vraiment gentil, et le sexe n'est pas mal non plus. » Une autre pause, suivie de plus de rires. « Oh mon Dieu, Tina, arrête. Je ne suis pas si désespéré, mais sérieusement, vous et Stacy, vous étiez des sacrés garces de m'avoir fait faire ça. 8 mois, tu te rends compte ? » Ma main a glissé contre le mur, ou peut-être ai-je fait un bruit inconscient, mais elle m'a repéré peu après avoir prononcé ces mots. Je l'avoue, j'ai laissé échapper un son que je ne pourrais même pas expliquer, et elle m'a entendu. Elle a tourné la tête, le téléphone toujours collé à l'oreille, et ses yeux se sont écarquillés d'horreur en me voyant là, immobile. Je n'avais jamais vu quelqu'un devenir aussi pâle. Le sang lui est littéralement monté à la tête, laissant son visage d'une couleur de cendre, l'air malade. Elle avait les yeux écarquillés et les lèvres tremblantes. « Je vais te rappeler », a-t-elle murmuré dans le téléphone, avant de le laisser tomber sur le comptoir avec un bruit sec. « Combien de temps tu es là ?» m'a-t-elle demandé. « Longtemps », ai-je répondu. « Qu'est-ce que tu voulais dire par ça, Ellie ? À propos de ne pas avoir voulu que ça dure si longtemps ?» Elle a essayé de s'approcher de moi, mais je me suis reculé, n'ayant plus du tout envie qu'elle soit près de moi. « Chérie, ce n'est pas ce que tu crois », a-t-elle commencé, les larmes déjà aux yeux. « Vraiment ? » Je lui ai dit, « Donc, tu m'as vraiment daté comme une sorte de blague. C'est bien ça ? Je suis juste un cas de charité pour toi et tes amis ? » Ma petite amie a passé la prochaine heure environ à me confesser qu'elle n'avait jamais eu l'intention de sortir avec moi, mais qu'une fois que ses amis ont su qu'elle m'avait donné son numéro, elles ont trouvé une photo de moi en ligne. Apparemment, elles m'ont trouvé tellement peu attirant que ma petite amie a dû faire semblant de sortir avec moi pendant une semaine pour me donner de l'espoir. Elle s'est assise sur notre canapé, les larmes coulant sur son visage, en me racontant tout, comment ses amies Tina et Stacy avaient toujours été les filles populaires et belles depuis le lycée, et comment elle avait toujours suivi leur exemple. Elles avaient cherché mon profil Facebook après qu'elle leur ait parlé d'un gars qu'elle avait rencontré à un enterrement, et elles avaient éclaté de rire en voyant ma photo de profil. Elle n'arrêtait pas de dire des choses comme « Sérieusement, ce gars avec sa calvitie et son ventre de papa ». Elle m'a expliqué d'une voix faible, honteuse, que Tina lui avait dit « Tu devrais vraiment sortir avec lui, juste une fois, histoire de lui donner un peu d'espoir avant de lui briser ses rêves. » Et elle avait accepté. Je regrette de ne pas rigoler, mais apparemment, ses amis, et elle, étaient restés coincés dans cette phase de filles méchantes du lycée, bien qu'elles soient toutes dans la vingtaine, avec des carrières et des vies d'adultes. Pourtant, elles jouaient encore à des jeux cruels avec les sentiments des gens comme si elles avaient 16 ans et régnaient dans les couloirs du lycée. Elle m'a dit qu'elle avait été stupide d'avoir accepté tout ça,
que j'étais vraiment un bon gars, et qu'elle m'aimait vraiment, mais elle ne s'attendait pas à ressentir ça pour moi après notre premier rendez-vous. Elle m'a avoué que, comme promis à ses amis, elle pensait annuler après notre premier rendez-vous, mais après m'avoir embrassé, c'était vraiment agréable. Alors, elle s'est dit qu'un rendez-vous de plus ne ferait pas de mal, et puis, un rendez-vous en a entraîné un autre, et soudainement, elle s'est rendue compte qu'elle était en train de tomber amoureuse de moi. Pourquoi? Parce que je ne suis pas son type habituel. Quand je lui ai demandé de préciser, elle a murmuré qu'au début, elle ne me trouvait pas du tout attirant, mais qu'après quelques semaines de rencontres, elle avait arrêté de se soucier de mon apparence. Elle m'a expliqué que ses ex étaient tous des types conventionnellement attirants, des mecs de salle de sport avec des cheveux parfaits et de belles dents, mais qu'ils étaient tous des connards à la fin. Toi, tu es différent, a-t-elle ajouté. Tu es gentil et attentionné, et tu m'écoutes vraiment quand je parle. Je l'avoue, je n'ai pas pu retenir ma colère à ce moment-là et je lui ai dit qu'elle était une enfant immature et que j'avais perdu mon temps avec elle. Je lui ai dit que j'aurais préféré qu'elle me largue dès la première semaine de notre relation, plutôt que de découvrir tout ça après 8 mois, quand je m'étais attaché à elle et que je l'aimais. C'était dégueulasse. Comment suis-je censé faire confiance à ce que tu dis maintenant, ai-je hurlé, en faisant les 100 pas dans notre salon. Est-ce que tout ça a été réel ou est-ce que je suis juste l'option facile, l'option ennuyeuse, celui que tu as choisi parce que tes ex-beaux gosses t'ont traité comme de la merde? Elle a sursauté à mes mots, et encore plus de larmes ont coulé sur ses joues. Mais c'est réel, a-t-elle insisté, se levant pour tenter de m'atteindre. Je t'aime, j'aime notre vie ensemble, s'il te plaît, tu dois me croire. Mais je ne pouvais pas dans cet instant-là. Tout ce que je voyais, c'était elle en train de rire avec ses amis à mes dépens, me décrivant comme un cas de charité qu'elle avait accepté. Toutes les fois où elle trouvait des excuses pour ne pas me présenter à ses amis prenaient soudainement tout leur sens. Elle avait toujours eu honte de moi. Je dois partir d'ici, ai-je dit, me dirigeant vers notre chambre pour prendre quelques vêtements. Je ne peux même pas te regarder en ce moment. Elle m'a suivi en pleurant et en me suppliant, mais je l'ai ignoré. J'ai jeté quelques vêtements dans un sac de sport, pris mon ordinateur portable et mon chargeur de téléphone, et je me suis dirigé vers la porte. « Où tu vas » m'a-t-elle demandé, la voix brisée. « Est-ce que ça importe » ai-je rétorqué, avant de rajouter « Je vais chez ma mère. J'ai besoin d'espace pour réfléchir. » En ouvrant la porte d'entrée, mes yeux sont tombés sur le bouquet de tournesol que j'avais ramené, ce geste tellement stupide et optimiste d'un homme qui n'avait aucune idée que toute sa relation était bâtie sur une blague cruelle. Je suis chez ma mère en ce moment, parce que j'ai besoin de réfléchir et d'évacuer. Ma mère a toujours été mon pilier, la personne vers qui je me tourne quand tout va mal. Elle a ouvert la porte, a jeté un coup d'œil à mon visage et m'a simplement dit « Oh, mon chéri », avant de me serrer dans ses bras. Je ne réalisais pas à quel point j'avais besoin de ça jusqu'à ce que je me retrouve à lutter contre mes larmes dans ses bras. Elle n'a pas insisté pour connaître tous les détails tout de suite, elle m'a juste installé dans ma vieille chambre, m'a apporté un sandwich et un thé, puis est restée avec moi pendant que je picorais mon repas. Finalement, je lui ai tout raconté, et elle m'a écouté sans m'interrompre, son visage grandissait de plus en plus choqué à mesure que l'histoire se déroulait. « Qu'est-ce que je devrais faire, maman » ai-je demandé une fois que j'avais fini, me sentant comme un enfant perdu à nouveau, malgré mes 27 ans. Elle a soupiré profondément. « C'est à toi de décider, mon chéri, mais demande-toi ceci, même si elle t'aime maintenant, pourras-tu lui faire à nouveau confiance? Et veux-tu être avec quelqu'un qui, même un instant, a pu traiter une autre personne de cette façon ?» Ces questions ont résonné dans ma tête toute la nuit. Est-ce que je serais un idiot si je la quitte pour ça? J'ai éteint mon téléphone peu après être arrivé chez ma mère, je ne pouvais pas supporter l'idée de voir des messages ou des appels de la part d'Ellie, pas avant d'avoir eu le temps de tout digérer. Ma mère a respecté mon besoin d'espace, elle vérifiait de temps en temps si j'allais bien, mais me laissait surtout tranquille pour réfléchir. Ce soir, je me suis installé sur la terrasse de ma mère, regardant les étoiles, essayant de donner un sens à tout ça. Je n'arrêtais pas de rejouer les moments de notre relation dans ma tête, me demandant si tout ça était réel ou si c'était juste une prolongation de sa date de charité. La façon dont elle me regardait parfois, avec tant de chaleur et de tendresse, était-elle sincère, ou était-ce juste qu'elle était une meilleure actrice que je ne le croyais? 8 putains de mois de ma vie. 8 mois à construire ce que je pensais être un avenir avec quelqu'un, tout ça basé sur un mensonge. Édition, waouh, je ne m'attendais pas à autant de retours, c'est dingue. J'ai rallumé mon téléphone, et c'est un véritable chaos, des tonnes de messages vocaux et d'appels manqués. J'en ai écouté quelques-uns, et elle pleure à chaudes larmes, me suppliant de rentrer à la maison pour qu'elle puisse m'expliquer, mais rien de ce qu'elle dit ne change quoi que ce soit. Juste elle, c'est tout ce que cela implique. Honnêtement, je ne sais plus quoi faire, mais maintenant je me sens comme une merde. Mise à jour, 2 jours plus tard. Tout d'abord, un grand merci à tous ceux qui ont commenté,
que ce soit de manière positive, négative ou même un peu étrange. Vos perspectives m'ont fait beaucoup réfléchir, et je suis vraiment reconnaissant pour le temps que vous avez consacré à me donner des conseils et du soutien. Maintenant, passons à la mise à jour. Après avoir fait le post original, j'ai finalement rallumé mon téléphone et j'ai été inondé de messages vocaux, de textos et tout le reste. J'avais 37 appels manqués, 19 messages vocaux et plus de 50 textos, tous de la part d'Ellie. J'ai écouté quelques-uns d'entre eux, et elle pleurait à chaudes larmes dans chacun d'eux, plus ou moins, me suppliant de revenir à la maison pour qu'elle puisse m'expliquer. Un message vocal en particulier m'a marqué. Entre deux sanglots, elle a dit : « Je sais que je ne mérite pas une autre chance, mais s'il te plaît, laisse-moi te parler une dernière fois. Je ne peux pas te perdre comme ça, je ne peux pas perdre la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, parce que j'étais trop stupide et trop timide pour m'opposer à mes amis. » Ma mère m'a trouvé assis sur le lit de la chambre d'amis, regardant mon téléphone après avoir écouté ce message. Elle s'est assise à côté de moi et m'a entouré de son bras. « Tu sais, dit-elle doucement, parfois, les gens font des choses terribles pour des raisons qui semblaient avoir du sens pour eux à l'époque. Même si ces raisons peuvent paraître incompréhensibles pour tout le monde autour d'eux, cela ne justifie pas ce qu'ils ont fait. Mais comprendre pourquoi, cela pourrait t'aider à décider ce que tu vas faire ensuite. Pour être honnête, je n'avais pas vraiment d'autre choix que de revenir à la maison. C'est une colocation et je paie un loyer pour y vivre. Le bail est à nos deux noms, et je ne pouvais pas simplement m'éclipser de cette responsabilité financière. En plus, ma mère me poussait gentiment à retourner chez elle pour qu'elle puisse s'expliquer. « Tu n'as pas à lui pardonner », m'a dit maman en m'aidant à faire mes valises, « tu n'es même pas obligé de rester avec elle, mais je t'ai élevé pour au moins écouter les gens, surtout ceux à qui tu tenais. » Le lendemain, je suis donc retourné chez moi, répétant ce que je devais lui dire dans la voiture tout le long du trajet. Je m'étais préparé à rester calme, détaché, à écouter son explication sans émotion et ensuite prendre une décision rationnelle. Mais tous ces plans sont partis en fumée dès que j'ai franchi la porte. Elle est sortie de sa chambre à toute vitesse, se jetant sur moi. Ses cheveux étaient en désordre, ses yeux rouges et enflés de larmes, et elle portait l'un de mes vieux sweats de fac, quelque chose qu'elle faisait souvent quand elle se sentait particulièrement vulnérable ou qu'elle me manquait quand je travaillais tard. Elle sanglotait et essayait de parler, mais elle avait du mal à respirer entre ses mots. « Je suis tellement désolé », c'était tout ce que j'arrivais à comprendre au début, répété sans cesse entre deux respirations saccadées. « Ne me laisse pas, je t'en prie. Je sais que je devrais probablement être plus en colère, mais je déteste la voir pleurer. » Et elle ne pleurait pas juste, elle sanglotait si fort qu'elle avait du mal à respirer par moments. Malgré tout, je me suis retrouvé à la conduire sur le canapé, à lui donner un verre d'eau et à attendre qu'elle se calme assez pour parler. Finalement, je l'ai fait asseoir et je lui ai demandé d'expliquer exactement pourquoi je devrais rester avec une femme qui non seulement m'a pris comme un pari, mais qui se moquait encore de cela avec ses amis superficiels. « Ce n'était pas comme ça », insista-t-elle. « Je ne me moquais pas de toi, je jurais que je me moquais de ma propre stupidité d'avoir écouté mes amis au départ. » Je levai un sourcil, sceptique. Ce n'est pas ce que ça semblait, de là où je me tenais. Elle prit une profonde inspiration. Je sais comment cela a pu paraître, mais s'il te plaît, laisse-moi tout expliquer depuis le début. Beaucoup de choses ont été dites, et pour résumer tout ça sans que cela dure toute la nuit, elle a essentiellement dit ceci, non fictif pour ses amis, et je vais probablement paraphraser, j'ai passé environ 40 minutes à essayer de me rappeler exactement ce qu'elle avait dit, donc voici l'essentiel. Ma copine, je ne voulais pas te demander de sortir avec moi comme un pari. J'avais l'intention de sortir avec toi avant même qu'elle ne sache pour nous. C'est moi qui t'ai donné mon numéro en premier. Tu te souviens quand Stacy et Tina ont découvert que je t'avais donné mon numéro? Elles ont cherché ton profil sur Facebook et ont trouvé ça hilarant que tu essaies même de sortir avec moi. Elles ont alors eu cette idée de pari stupide, et m'ont dit de le faire pour donner de l'espoir à tous les types moches du monde. Elle a continué à expliquer comment ces deux femmes étaient ses amies depuis le lycée, et à quel point leur approbation avait toujours compté pour elles. Elles étaient les filles populaires et belles qui, de manière inexplicable, l'avaient prise sous leur aile quand elle était la nouvelle élève maladroite avec des appareils dentaires et des vêtements hérités. Je leur dois beaucoup, dit-elle en fixant ses mains, ou du moins, je pensais que je leur devais. Elles étaient là pour moi pendant le divorce de mes parents, pendant ma première déception amoureuse, pendant tout, mais elles ont toujours été cruelles. Je n'aurais jamais imaginé qu'elles seraient cruelles envers quelqu'un que j'aimais, quelqu'un comme toi. Je n'ai pas pu m'empêcher de réagir avec amertume. Ah, c'est très mature. Tu te souviens de ce que tu as dit au téléphone, à qui que ce soit. Que tu n'avais jamais voulu conduire aussi longtemps. Tu m'as dit que je n'étais pas ton type. Alors, c'est quoi ton type? Elle a hésité, baissant les yeux, mais je n'ai pas pu m'empêcher de continuer. Pas moi, hein. Trop moche pour toi. Je ne pouvais pas retenir la colère qui montait en moi.
Toutes mes insécurités concernant mon apparence sont remontées à la surface d'un coup. Elle m'a supplié, arrête de dire ça, tu n'es pas moche. Ce n'est pas que tu es moche, c'est juste que tu n'étais pas le genre de gars que j'avais envisagé pour une relation sérieuse, mais j'avais tort, bébé. Regarde-nous, ça fait presque 9 mois, je t'aime tellement, je t'assure. Comment puis-je te prouver que je suis sincère? Elle a tendu les mains vers les miennes, mais je les ai retirées. Son visage s'est effondré, mais elle a continué, avant toi, je n'ai eu que des gars qui me traitaient comme de la merde, mais qui étaient bien sur Instagram. Des mecs que Stacy et Tina approuvaient, des mecs qui me faisaient sentir que je devais être parfaite tout le temps. Mais toi, tu es le premier à me faire sentir que je pouvais juste être moi-même. Je suis resté silencieux un instant, mal à l'aise avec ces mots, tout en me demandant pourquoi cela semblait si compliqué. Je t'aime aussi, ai-je fini par dire, mais tout ce que je peux penser, c'est à toi, riant de moi derrière mon dos avec elle. Comment puis-je encore te faire confiance? L'idée qu'elle ait pu discuter de notre relation avec ces femmes, en se moquant peut-être de détails intimes ou de mon apparence, me rendait physiquement malade. Elle a insisté, je ne riais pas de toi, je te jure. Ce n'était pas ça. Je ne sais tout simplement pas comment gérer Tina autrement. Elle a toujours été comme ça, et je fais avec pour garder la paix. Elle a expliqué que Tina, en particulier, avait une façon de s'en prendre à ceux qui n'étaient pas d'accord avec elle, et comment elle avait vu des amitiés et des relations se détruire quand quelqu'un tombait en disgrâce à ses yeux. Ce n'est pas une excuse, dit-elle rapidement en voyant mon expression. Je sais que ce n'est pas ça. J'aurais dû lui tenir tête il y a longtemps. J'aurais dû lui dire d'aller se faire voir dès qu'elle a dit ces choses à propos de toi. Mais j'étais une lâche. Alors, tu préfères garder la paix plutôt que de me défendre? C'est ce que tu veux dire? Tu déformes mes paroles, bébé. Non, je n'ai pas tort. Je ne suis pas Dieu. Pourquoi devrais-je rester avec toi? Sérieusement, donne-moi une raison. Tu rigoles derrière mon dos, tu m'as daté sur un pari lancé par Tina et Stacy, c'est bien ça? Et tu es toujours ami avec elles? Tu as choisi elles et leur cruauté plutôt que nous et ce que nous avons. Nous avons été amis pendant des années, moi aussi, mais là je n'en peux plus. C'était juste un va-et-vient entre moi qui voulait partir, et elle, professant son amour tout en défendant son amitié avec les Wondertwins, tout en tentant de me faire m'asseoir à nouveau. Elle me suivait de pièce en pièce, alternant entre excuses pleurantes et tentatives de justification sur pourquoi elle ne pouvait pas couper définitivement les ponts avec ces gens toxiques. Tu ne comprends pas ce que c'est, disait-elle, elles savent tout de moi, elles ont été là pour chaque moment important de ma vie, sauf pour ces 8 derniers mois. Je lui ai répondu, tu sais, c'est moi que tu as passé à construire une vie avec moi. Ça semblait la frapper. Elle s'arrêta, l'expression sur son visage changeant, comme si elle voyait quelque chose clairement pour la première fois. Tu as raison, dit-elle doucement. Elles n'ont pas été là. Elles n'ont pas aidé à ce qu'on emménage. Elles ne m'ont même pas apporté de soupe quand j'avais la grippe le mois dernier. Elles ne savent même pas comment tu me surprends avec du café au lit le dimanche ou comment on a ces concours de danse ridicules quand on cuisine. Un instant, j'ai ressenti une lueur d'espoir, pensant qu'elle comprenait enfin. Mais ensuite, elle est revenue à faire des excuses pour son comportement et celui de ses amis, et cette lueur s'est éteinte. Je ne sais pas quoi faire, les gars. Je suis de retour à la maison. Elle essaie constamment de recommencer une autre conversation. Je suis fatigué, je ne sais plus quoi faire, ni quoi dire. À chaque fois que je la regarde, je vois la femme dont je suis tombé amoureux et celle qui a laissé ses amis se moquer de moi pour le sport. Je vois son véritable regret, mais je vois aussi son incapacité à couper complètement les ponts avec des personnes qui font ressortir le pire en elle. Une partie de moi veut croire qu'elle est vraiment tombée amoureuse de moi, malgré son jugement superficiel au départ, que ce qu'on a construit durant ces 8 mois était réel et significatif. Mais, une autre partie de moi ne sait pas si je pourrai jamais lui faire entièrement confiance à nouveau, ou si je me retrouverai toujours à me demander si elle a honte de moi en secret. Des conseils seraient les bienvenus, parce que j'ai vraiment envie de tout laisser tomber.